Bien, bonjour à tous. Je vous remercie d'être là à nouveau ce mardi pour accueillir donc Louis Gallois. Je vais éviter la formule d'usage qu'on ne présente pas parce que c'est toujours d'abord on dit ça pour tout le monde, voilà. Et donc je vais donc quand même rappeler les postes éminents qu'il a occupés, qui fait qu'on aurait beaucoup de questions à lui poser par son expérience qui recroise beaucoup de problèmes d'aménagement du territoire. Ou de problèmes tout bêtement de société qui intéressent tout le monde. Donc je fais court. 10 ans à la SNCF comme président de 1996 à 2006. 6 ans à EADS, le grand consortium de fabrication d'avions. Président de la commission de la recherche et de l'investissement de 2012 à 2014. Depuis 2012, il préside le FAS, ce qui est la Fédération des acteurs de solidarité. C'est principalement pour ça qu'on l'a invité aujourd'hui, même si on va, avec sa gentillesse, essayer de déborder sur d'autres questions. Je croyais que tu voulais me parler de la voiture autonome. Alors, il préside aussi le conseil de surveillance de PSA Peugeot. Et il est l'auteur du fameux rapport éponyme, dit le rapport Gallois, sur les problèmes de la compétitivité. Voilà, donc je pense qu'il a souhaité, plutôt que de faire une longue dissertation, qu'on fasse plutôt un système d'échange et de questions. Donc je vais un peu faire Monsieur Loyal. Donc ce qu'on a souhaité faire, c'est aborder des questions du logement, qui est donc au sein du FAS un secteur dont il s'occupe très activement pour essayer de défendre et de trouver des solutions, notamment aux problèmes des logements les plus défavorisés. Alors, donc il y a des questions sur la question du logement et la compétitivité économique, puisqu'en fait l'idée de le faire venir, c'est qu'on avait eu un échange une fois qui consistait à se dire que dans le rapport, la question du logement était finalement avait été pas suffisamment abordée, alors que c'est un élément de la compétitivité assez forte. Mais évidemment, plus largement, il y a la question sociale du logement des sans-abri, des réfugiés et des traits sociaux. Et puis, dans un second temps, on va parler d'industrie et de territoire, sur quels emplois pour les nouveaux urbains et la question des métropoles, d'ailleurs plus directement. Toutes ces transitions numériques, elles se font pour qui, par qui et où, qui est quand même une question qui nous intéresse. Voilà. Donc, on commence, on va faire une demi-heure, sachant qu'il doit partir vraiment à 2 heures. Donc, la première question, ça va être quelle est la relation, la question du logement et la compétitivité économique. Bon, alors, bonjour d'abord à toutes et à tous. Il faut savoir que toutes les questions sont pipotées parce que David et moi, nous nous connaissons et nous sommes amis depuis de nombreuses années. Donc, oui, on va se tutoyer, ça fait partie. Oui, il paraît difficile qu'on se vous voit. Sur le logement, j'avais indiqué à David un jour où on discutait que dans mon rapport sur la compétitivité, j'avais regretté de ne pas avoir voté pour le logement. Alors, il m'avait demandé pourquoi. Eh ben, c'est très simple. Le logement coûte à peu près 25% du revenu au... Oui, je parle trop près. Du revenu des ménages français. C'est représentant 25% des revenus des ménages français, la charge du logement. En Allemagne, c'est 16%. Ça veut dire qu'il y a une pression sur les salaires en France qui résulte du fait que les gens dépensent une part absolument excessive de leur logement, dans leur logement. Et cette différence est très lourde parce qu'elle pèse en fait in fine sur les entreprises. Et donc, d'une certaine manière, elle pèse sur la compétitivité des économies. Et je pense que ce n'est pas le seul atout de l'Allemagne, mais c'est un très grand atout de l'Allemagne, d'ailleurs, qui est en train de changer parce que le prix du logement est en train de monter en Allemagne. Et je pense qu'il va falloir qu'ils fassent très attention parce qu'ils risquent d'aller dans une dérive à la française avec un logement qui se révèle extrêmement coûteux. On y reviendra lorsqu'on parlera du mal logement en France qui touche 3 millions de ménages à peu près.
Et ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que pour ces 3,5, c'est décidément... Ce qui ne veut pas dire que pour ces 3,5 d'ailleurs, de 3,5 millions de personnes, le logement ne leur coûte rien, ils sont mal logés et ça leur coûte cher. Voilà pourquoi je considérais que le logement est un élément de compétitivité. J'ajoute en plus que le logement, c'est beaucoup d'emplois, puisque c'est un des secteurs qui est le plus chargé en emploi et en emploi non qualifié, donc ce qui permet à beaucoup de gens de travailler, alors qu'ils auraient... lorsque le logement ne marche pas, il est clair que l'emploi va mal. Et actuellement, on le constate d'ailleurs, la reprise de la construction de logements se traduit par une diminution du chômage pour certaines catégories de population. Alors, si on passe à effectivement le rôle du FAS, que tu pourrais peut-être présenter Oui, alors la Fédération des acteurs de la solidarité réunit 850 associations. Beaucoup sont très connus, l'Armée du Salut, le Secours catholique, la Fondation Abbé Pierre, Emmaüs, etc. Et puis d'autres sont beaucoup moins connus parce qu'elles travaillent en fait avec des fonds publics. Je suis par exemple administrateur d'une association de la sauvegarde du Nord, dont on n'avait jamais entendu parler, mais enfin il y a 2000 salariés et elle a un rôle absolument essentiel dans le département du Nord. Mais donc c'est une fédération qui est centrée sur l'hébergement-logement, l'insertion par l'activité économique et les problèmes d'emploi, et les problèmes de santé, avec en plus quelques annexes sur la lutte contre la prostitution, les sorties de prison, les femmes victimes de violences conjugales, etc. Mais ce qui sont des spécificités. Mais les gros sujets, c'est hébergement, logement, insertion par activité économique et les problèmes de santé liés à cela. Et nous allons nous développer probablement plus vers la petite enfance et la jeunesse. Alors, nous nous occupons de l'hébergement. Il faut savoir que l'hébergement en France est complètement embolisé. Toute personne à la rue a droit à un hébergement décent. Nous sommes incapables de faire respecter ce droit, qui est un droit qui est constitutionnel. Toute personne a droit à un hébergement ou un logement. Et actuellement, il y a un numéro de téléphone, ça s'appelle le 115, où les gens peuvent appeler lorsqu'ils ont un problème urgent. Je n'ai rien pour ce soir pour me loger. Est-ce que vous pouvez me dire où je peux être hébergé ? Actuellement, on répond positivement 1 fois sur 3 aux appels du 115. C'est ma fédération qui gère l'essentiel des grands 115 en France, qui sont des numéros officiels. Et nous sommes dans une situation d'embolisation totale. Pourquoi nous sommes embolisés ? Nous sommes embolisés parce qu'il n'y a pas de débouché vers le logement. C'est-à-dire les gens rentrent dans l'hébergement, qui peut être soit dans l'hébergement dans des centres d'hébergement, soit dans des chambres d'hôtel. Il faut savoir que le SAMU social de Paris loge tous les jours, occupe 30 000 chambres d'hôtel, tous les jours, dans l'agglomération parisienne, pour une population qui est probablement supérieure à 50 000 personnes. Il y a des gens à Paris qui sont à l'hôtel depuis 5 ans. Il y a 500 familles qui sont à l'hôtel depuis plus de 5 ans à Paris. L'hôtel, c'est catastrophique. Les familles ont une chambre d'hôtel, ils sont 3, 4, 5 dans la chambre d'hôtel. Ils n'ont aucune capacité à faire la cuisine sur place. Ils n'ont aucun accompagnement. On a constaté que dans les hôtels, la situation sanitaire était extrêmement préoccupante. Le niveau de malnutrition est à peu près égal à celui des camps de réfugiés au Liban. Il faut savoir que c'est en plein Paris, ça, hein, ou dans l'agglomération parisienne.
on constate des problèmes de malnutrition, des problèmes de non-scolarisation des enfants, des problèmes de non-accès à la santé. Donc il faut à tout prix déboucher sur le logement pour ces personnes. Alors ça pose un problème pour les familles étrangères, et nous proposons que toute famille, toute personne étant depuis plus de 2 ans sur le sol national puisse accéder au logement. Actuellement, ce n'est pas possible. Pour accéder au logement, il faut avoir le statut de réfugié. Sinon, vous n'avez pas le droit d'avoir un logement. Et d'autre part, il va falloir construire des logements. Alors le problème du logement est un problème évidemment non résolu. Il est non résolu quantitativement, mais il est non résolu qualitativement, c'est en termes de prix. Vous avez une catégorie de logements très sociaux qu'on appelle les PLAI. Je ne sais pas ce que veulent dire les initiales. Hein. Bon, ces PLAI ne sont plus accessibles en région parisienne aux personnes précaires en raison de la charge foncière qui s'applique à eux. Alors que ce sont des logements qui sont faits pour ces populations. Ces populations ne peuvent plus y accéder. Et nous sommes en demande constante vis-à-vis des pouvoirs publics pour que l'on fasse d'abord des PLAI en nombre. On en fait à peu près 30 000 par an. Nous souhaitons que l'on fasse 60 000. Et deuxièmement, que ces PLAI soient accessibles aux personnes précaires. Ça veut dire que la charge foncière soit effacée pour ces PLAI parce que les gens sont incapables de la supporter. Le logement est la seule issue. L'hébergement devrait être une solution strictement provisoire et déboucher très rapidement sur le logement. Et nous considérons même que les gens devraient pouvoir s'épargner de passer par l'hébergement. Et nous sommes actuellement en train de développer une campagne sur le logement d'abord. C'est-à-dire on met les gens en logement le plus rapidement possible. C'est absolument indispensable. Voilà ce que je vais vous dire. Donc nous sommes vis-à-vis d'une vraie crise de qualitative et quantitative de logements accessibles aux personnes précaires. Évidemment, ce n'est pas le même problème à Aurillac et dans la Seine-Saint-Denis. Il est clair que c'est à Aurillac qu'il y a des HLM vides. En Seine-Saint-Denis, nous sommes avec la prolifération des centres d'hébergement ou des solutions à l'hôtel. Donc c'est bien dans les zones tendues qu'il faut construire des logements. Mais encore une fois, ça ne peut se faire que s'il y a une aide à la pierre. Et nous défendons l'aide à la pierre par rapport à l'aide à la personne. Est-ce que, parce que l'énorme tendance depuis maintenant 30 ans, c'est l'aide à la personne et la ville de la propriété et de la copropriété, est-ce que ce débat-là, il est audible ou pas de revenir à un système locatif et d'aide à la pierre? Alors, c'est une question difficile. Je distinguerai les deux problèmes, hein, si tu permets. Le problème des aides à la personne, c'est qu'on ne peut pas les supprimer du jour au lendemain. On voit bien ce qui se passe sur les APL actuellement. La diminution des APL de manière brutale, sans d'ailleurs transfert sur les aides à la pierre, puisque en fait c'est une économie nette pour le budget de l'État. L'État a économisé plus d'1 milliard en réduisant les APL, va se traduire par un problème très sérieux pour les offices HLM. Vous savez que le mouvement HLM est divisé en deux. Il y a les sociétés HLM et les offices HLM. Les sociétés d'HLM ne vont pas beaucoup souffrir de la baisse des APL. Parce que d'abord, une partie importante de leurs locataires ne sont pas bénéficiaires des APL parce qu'ils ont un revenu trop élevé. Deuxièmement, ce sont des opérateurs de très grande taille, type la SIC ou autres. C'est-à-dire ce sont des opérateurs qui ont les reins solides et qui savent amortir ce genre de choc. Donc les sociétés de HLM sont en train de négocier avec l'État un mina-mina autour de la baisse des APL. Pour les offices d'HLM, c'est complètement différent. D'abord, les offices d'HLM dépendent des collectivités locales, donc il y en a des grands, il y en a des petits.
D'autre part, il loge des populations beaucoup plus de niveaux de revenus beaucoup plus faibles, qui pour l'essentiel sont bénéficiaires des APL. Et la baisse des APL va les impacter absolument directement. Quelle est la conséquence pour eux? C'est qu'ils vont moins bien entretenir le parc existant. Évidemment, ça limite beaucoup leur capacité à accroître ce parc, mais ça va surtout se traduire par une dégradation du parc existant. Et nous pensons, nous, qu'on est en train de paupériser une partie du parc HLM en diminuant les APL. Surtout qu'il n'y a aucune compensation en termes d'aide à la pierre. Et donc, nous avons beaucoup lutté contre la baisse des APL. Nous continuons à le faire. Et surtout, nous avons été assez choqués de voir comment cette baisse a été opérée. Elle a été opérée brutalement, sans aucune concertation et sans que les effets sur les populations précaires aient été mesurés. Parce que ces effets, on nous dit, ils n'existent pas parce que les loyers vont baisser exactement du même 50 € que les aides personnalisées au logement, des APL. Mais l'impact indirect, c'est sur la situation des offices d'HLM et sur la dégradation de leur situation financière qui était déjà moins bonne que celle des sociétés de HLM. Alors sur propriété et copropriété, pour les populations dont ma fédération s'occupe, la question ne se pose pas. Ils n'ont aucun accès à la propriété, ou alors quand ils sont propriétaires, c'est une catastrophe. Ils sont propriétaires de passoires thermiques. Et il y avait dimanche, dans l'émission Interception, un très bon reportage sur ce que peut représenter une charge pour un loyer, pour un ménage en situation de pauvreté, ce que représente la charge du chauffage. C'est astronomique, puisqu'habituellement, ils habitent dans des passoires thermiques. Et donc, la situation de propriétaire pour eux est une situation qui n'est absolument pas une situation favorable. Le problème de la France des propriétaires, c'est un autre sujet. C'est lié au fait que les Français considèrent que le placement dans la pierre est le seul qui les mette à l'abri du risque. Donc les Français investissent dans la pierre, ce qui a d'ailleurs pour effet de faire monter le prix des logements. Et deuxièmement, dans une société où il va falloir bouger, c'est un facteur d'immobilité absolue qui risque de se révéler dramatique. C'est-à-dire qu'on risque dans 10 ans, sous l'effet du numérique, on en parlera peut-être, d'avoir des populations qui vont devoir changer de localisation et qui vont se retrouver dans des situations extrêmement difficiles parce qu'ils auront à vendre un parc immobilier dans des petites villes où il ne vaudra plus rien pour aller s'installer dans les métropoles où ils auront des charges pour se loger absolument considérables. Donc ça risque d'être un problème absolument massif pour les prochaines, d'ici 5 à 10 ans. Peut-être une dernière question avant de passer au deuxième volet de cet échange. Sur les problèmes des migrants, enfin ce qu'il est convenu d'appeler les migrants, là, j'ai préparé une petite revue de presse. C'est ce qu'on appelle les migrants, oui. C'est ce qu'on appelle les migrants. Donc là, ce que tu viens de rappeler, c'est qu'il faut 2 ans pour... non, il ne faut pas 2 ans. Nous souhaitons qu'au bout de 2 ans, ils puissent se loger et travailler. Parce qu'actuellement, ne peuvent se loger et travailler que les personnes qui ont des droits complets. Droits complets, ça veut dire qu'ils ont été soit régularisés, soit naturalisés, soit qu'ils aient le statut de réfugiés. Or, il y a en France des dizaines de milliers de déboutés qui n'ont pas ce statut. Et il y a maintenant une nouvelle catégorie, ce qu'on appelle les Dublinés, c'est-à-dire ceux qui se sont inscrits dans un pays, qui sont rentrés en Europe par l'Italie ou qui ont été en Allemagne et qui donc se sont fait enregistrer dans ces pays et qui, ne trouvant pas de place dans ces pays, viennent en France. Et le règlement de Dublin, l'accord de Dublin,
permet à la France de les renvoyer dans le pays où ils se sont fait inscrire. On n'y arrive pas, évidemment, parce que l'Italie ne peut pas recevoir tous les migrants qu'ils ont enregistrés à l'arrivée. Donc on se retrouve dans une situation absurde où on a en France des populations dublinées ou déboutées qui n'ont pas le droit de se loger et pas le droit de travailler. Et je crois que c'est un problème très sérieux parce que comme ils n'ont pas le droit de se loger, ils embolisent les structures d'hébergement. On veut même maintenant, en plus, essayer de les chasser dans des structures d'hébergement. Et comme ils n'ont pas le droit de travailler, la deuxième conséquence, c'est que soit ils vivent d'expédients de tous ordres, soit des allocations très chiches qu'on peut leur verser, ou alors des restos du cœur et autres soupes populaires, dans des situations qui ne sont pas acceptables. Et la réponse du gouvernement sur ces problèmes de développer le logement social, même sous l'argument économique, elle ne fait pas. Pourquoi ça n'est pas une priorité ? Le gouvernement veut faire des économies. Or, ce que nous lui proposons ne lui permet pas de faire des économies. Parce que si nous voulons avoir des PLAI abordables, ça va coûter à l'État. Ça, c'est clair. Si on va avoir des logements très sociaux abordables, ça va coûter à l'État. Et comme il a souhaité faire de... Il faut savoir quand même que... la baisse des APL, c'est un objectif d'économie. Ce n'est pas un changement de politique d'aide au logement, c'est une simple logique d'économie. Nous demandons que l'on mette en place de l'aide à la pierre pour construire des PLAI. Ça va coûter de l'argent. Ça va coûter de l'argent. Il n'y a pas d'autre... on ne peut pas dire le contraire. Mais en même temps, ça permet à des gens de se loger. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question sur ce sujet du logement ? Puis sinon, on passera à la question des métropoles et des évolutions technologiques et des conséquences sur l'emploi et sur les territoires. Oui. Des questions courtes, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Oui. Moi, je cherche à régler les problèmes qui se posent aujourd'hui. Ces gens sont dans les agglomérations, ils ne veulent pas aller ailleurs. Pour des raisons qui sont que l'emploi se trouve dans les agglomérations. Que si vous les envoyez à Aurillac, il n'y a pas d'emploi à Aurillac. Il y a une expérience, Aurore, qui est une très grande association, qui est d'ailleurs membre de ma fédération, a passé un accord avec la municipalité d'Aurillac. Et il a pu déplacer quelques familles à Aurillac, de Paris à Aurillac, parce que avait été préparé avec ces familles et avec la municipalité et avec les acteurs économiques du coin la mise à l'emploi des personnes. Mais on peut faire ça au compte-gouttes, parce que l'emploi, il ne se trouve pas dans ces régions. Donc la grande difficulté, c'est que les problèmes de logement se posent dans les zones tendues et que l'emploi est également dans les zones tendues. Et il faut voir... moi, je pense qu'il faut faire de la densification urbaine dans la première couronne parisienne. Mais j'habite dans la première couronne parisienne. C'est absolument extraordinaire, cette première couronne parisienne. Sur les 3/4 de cette petite couronne, ce sont des pavillons. Vous retrouvez les grands ensembles au-delà. Vous avez Paris, vous passez le périphérique, vous trouvez une zone assez pavillonnaire et vous retrouvez les grands ensembles ensuite. Moi, je dois dire que j'habite Clamart. Je suis à 150 mètres de la future gare du métro. Il y a des jardins partout. Il va falloir densifier cette... je vais en être la première victime, il va falloir densifier cette zone. Et pas expédier les gens au-delà de Grigny ou de Marne-la-Vallée. Et ça, c'est un choix à faire, parce que cette zone pavillonnaire, elle a une certaine composition politique, sociologique, et ça ne va pas être facile de la changer. Moi, je vois déjà les hurlements si dans cette partie de Clamart, on est à 2 km du périphérique et les gens ont des jardins de 500 mètres carrés. Si on commence à leur dire qu'on va construire des immeubles à la place, je pense que nous allons avoir un succès d'estime.
J'ai moi-même un grand jardin, donc je mesure ce que ça représente. Oui, justement, je réponds à ce que vous disiez. Pour éviter le problème des grands ensembles. Enfin, quelles alternatives, vous aussi, vous pourriez proposer, enfin, vous avez en tête, pour éviter le problème des grands ensembles? C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des projets actuels au sein même de Paris, à travers le grand projet de renouvellement urbain de Paris, par exemple, où on vient désenclaver certaines zones, où on avait mis du logement social. Et aujourd'hui, quelles alternatives sont possibles pour éviter en fait ce désenclavement, pas refaire le même... Je pense qu'il ne s'agit pas de refaire les grandes cités comme la cité des 3000 ou des choses comme ça. Enfin, je suis pas urbaniste, hein, moi, je ne suis pas du tout urbaniste, hein, donc c'est à vous de régler ces problèmes. Mais je vois qu'on est capable... la mairie précédente de Clamart, qui a eu quelques petits défauts, parce que le maire a été viré pour corruption, enfin bon, il avait eu au moins une idée, c'est d'installer les HLM. Chaque fois qu'il y avait un terrain libre, il faisait des HLM. Donc on a des HLM qui sont mélangés au tissu urbain classique. Et je pense que c'est une solution. Ce ne sont pas des bars il n'a pas fait des bars, mais il a refait ça. Et vous êtes suffisamment bon comme architecte pour nous faire des trucs qui soient agréables à vivre et qui ne ressemblent pas à ce qu'on a fait dans les années 60. Je crois qu'on peut éviter de faire des... La population parisienne pourrait stabiliser autour de 12 millions, de l'agglomération autour de 12 millions, elle ne s'accroît plus beaucoup. On doit pouvoir arriver à loger les gens de manière, dans des immeubles collectifs, mais des immeubles collectifs qui ne sont pas obligatoirement les grands ensembles qu'on a fait dans le passé. Une dernière très courte, hein, pour pouvoir aborder d'autres sujets. On parle souvent de logements vacants à Paris. Est-ce que vous connaissez les parts en pourcentage du volume et est-ce que ça peut... Moi, ça m'a toujours sidéré de voir le nombre d'appartements dont les volets sont clos en pleine journée. Et surtout avenue Foch. Essayez de vous promener avenue Foch, vous verrez. Peut-être 40% des logements sont inoccupés. Je pense que la réquisition, ça existe. C'est admis. Et dans un certain nombre de cas, il faut la pratiquer. Pardon ? Par l'État, et bien sûr par l'État. La réquisition, ça existe. Et je pense qu'il faut avoir le courage de la pratiquer quand on a le problème du logement que nous connaissons en Île-de-France. Bien, si vous voulez bien, on va passer à un second volet, parce qu'on n'a plus que 25 minutes. Une question de fond, puisqu'on a un sujet assez grave qui va rester là-dessus, c'est la question de la transformation des emplois vu des différents postes d'observation. Sur quelle thèse es-tu? Est-ce que tu es un schumpeterien, c'est-à-dire qu'on va créer autant d'emplois qu'on va voir plus qu'il va en avoir? Dans quel secteur et éventuellement où, puisque c'est évidemment une question qui nous intéresse prioritairement ici. Bon, moi je suis un peu les études sur ce sujet, je n'en ai pas fait moi-même, mais je suis les études sur ce sujet. Personne n'est capable de dire s'il va se créer beaucoup moins d'emplois qu'il ne va s'en détruire du fait du numérique. Il va évidemment s'en détruire. Mais personne ne sait s'il ne va pas y avoir des créations d'emplois à côté du même volume. Ce dont on est sûr, c'est premièrement que les destructions d'emplois viendront avant les créations d'emplois. Deuxièmement, que ces créations d'emplois ne se feront pas là où l'emploi a été détruit. Et troisièmement, que ça ne sera pas évidemment les mêmes compétences pour les emplois détruits et les emplois à reconstruire. Ce qui veut dire, premièrement, qu'il faut que le territoire national soit suffisamment compétitif pour que les emplois ne se reconstituent pas dans d'autres pays que chez nous, mais qui se créent chez nous. Et je pense que tout le mouvement des start-up, par exemple, actuellement, est extrêmement riche dans ce domaine et qu'il faut essayer de voir comment on peut faire grandir ces start-up. Mais aussi, il y a beaucoup d'emplois, je reviendrai là-dessus, sur l'économie du service à la personne. Deuxièmement, il faut faire évidemment beaucoup de formation professionnelle pour que les gens puissent passer d'une structure de compétences à une autre structure de compétences. Et enfin, il va falloir organiser de la mobilité. Avec une grande difficulté,
deux éléments contradictoires. Premièrement, le numérique permet aussi de ne pas avoir tous les emplois au même endroit, mais d'avoir beaucoup de télétravail, de formes d'activité qui peuvent se développer en dehors des centres les plus actifs, et en même temps une formidable capacité d'attraction des grandes agglomérations, qu'on constate dans le monde entier d'ailleurs. Dans le monde entier, le phénomène des grandes agglomérations est extrêmement fort. Et on est en train de créer des agglomérations qui sont en train de pomper la substance des territoires qui les entourent. Moi, j'avais eu l'idée d'écrire un bouquin que j'appelais les 15 métropoles et le désert français. C'est pas tout à fait vrai, c'est évidemment caricatural. Mais c'est vrai qu'on voit bien que c'est dans 15 métropoles que se concentre tout le dynamisme de l'activité économique et où vont se créer beaucoup des emplois liés au numérique. Beaucoup des emplois liés au numérique. Et le risque, c'est que le reste du territoire soit vive d'une économie de transferts sociaux ou de fonctionnaires ou de services publics qu'il faudra maintenir sur place. Et évidemment, il faut les maintenir, mais c'est-à-dire d'emplois qui soient financés par la valeur ajoutée, la valeur créée dans les métropoles. Et ce risque du partage du pays en deux est pour moi extrêmement sérieux. Et il faut faire tout ce qu'on peut pour l'éviter. Je pense qu'il faut inventer un nouvel aménagement du territoire en France qui ne soit pas celui qu'on a connu dans les années 60, mais qui soit un aménagement du territoire qui permette à tous les territoires de pouvoir développer leur capacité à créer de l'emploi dans une économie numérique. Mais rétrospectivement, je ne sais pas exactement quand les lignes de TGV ont été décidées et dessinées. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un double facteur, et quel regard tu as maintenant avec un peu de recul et de liberté de parole, sur quoi, que tu manques pas de toute manière, mais sur est-ce qu'il n'y a pas un effet TGV sur la crise des villes moyennes et un effet grande distribution, parce que moi j'ai vu effarement que le gouvernement avait reculé pour un moratoire sur l'ouverture de centres commerciaux toujours au fameux. Alors sur les deux points. Moi, j'estime que le TGV a un effet structurant positif sur l'aménagement du territoire. C'est pour ça que je dis qu'il faut se poser la question de savoir s'il ne faut pas faire un barreau Poitiers-Limoges, par exemple. Sinon, Limoges va mourir. Il faut tu sais pourquoi cette référence. Bon, j'ai une partie de ma famille qui habite Limoges, donc je peux voir comment ça se passe. Mais c'est vrai que... Une ville de l'importance de Limoges qui est aussi mal desservie, notamment par le train, c'est une ville qui a un handicap extrêmement lourd. Donc je pense que le TGV est un élément de structuration du territoire positif. Plus de TGV. Je ne suis pas contre plus de TGV. Je suis par exemple pour que Bordeaux, Toulouse, Montpellier permettent de boucler vers le sud. Je suis pour qu'on essaie de voir si on ne peut pas faire une ligne de TGV, ce serait très difficile, de Marseille à Nice. Donc il y a, parce que là il y a du trafic, mais donc je ne suis pas dans la mode anti-TGV qui se développe actuellement, même à la SNCF. Évidemment, il faut entretenir le réseau classique. Bon, il faut du pognon pour les deux. Bon, vous allez me dire, ça va coûter cher, mais je pense qu'il faut les deux. Les grandes surfaces, voilà, c'est une opinion strictement personnelle, mais elles sont en train de détruire les villes moyennes. Elles ont détruit les villes moyennes. Une ville que je connais qui est toujours dans la même région, Uzerche, vous avez un Hyper U au nord et un Intermarché Maus au sud. Il n'y a plus un commerce en dehors de la vente de cartes postales dans le centre d'Uzerche. Plus un commerce. C'est-à-dire que ces villes sont mortes. Et je pense que là, alors que je connais très bien l'Allemagne, puisque j'ai dirigé une entreprise franco-allemande, EADS Airbus, et je peux vous dire qu'en Allemagne, ça c'est pas le cas. Les petites villes ont un commerce de proximité, une animation qui est incomparable par rapport à ce que nous connaissons dans nos villes françaises, qui est pour moi une des raisons massives du désespoir d'un certain nombre de Français. Et pour parler clair, du vote Le Pen. Dont je ne suis pas un partisan. Bonjour.
Bonjour. On parlait de la vacance de logement, mais donc Ouais. du coup par rapport justement à ces villes moyennes, et à Paris aussi, on a un fort taux de vacances des commerces, des locaux de commerce de proximité. Et justement, on avait parlé à la première conférence avec Monsieur Doge, qui était l'ex-maire de Chinon. Chinon, bien sûr, je le connais. Donc voilà, où justement... Chinon, ça doit être pareil. C'est la même chose, et justement, lui, il nous disait qu'il fallait justement regarder la périphérie, que c'est la périphérie qui va arranger les choses, il essayait d'organiser justement les entrées de la ville avec ces grosses boîtes de centres commerciaux, Leclerc, Carrefour, mais au final, j'ai l'impression qu'il ne m'a jamais vraiment répondu justement sur cette question de la ville, et pas de la périphérie de la ville, mais de la ville, et justement de toute cette vacance qu'il y a aujourd'hui en France. Alors, premier élément, j'attends des architectes de la prochaine génération qui nous fassent des centres commerciaux moins hideux que ceux que nous connaissons. Ça, c'est le premier élément. Et qu'on soit capable d'aménager les pourtours des villes. Parce que là aussi, je vois la comparaison avec l'Allemagne. Nous sommes au niveau de l'Italie pour le pourtour des villes, c'est-à-dire c'est vraiment hideux sur le plan non seulement de ce qu'on voit, mais de ce que l'on vit. Deuxièmement, moi je suis assez préoccupé par ce que dit Doge, parce que cela veut dire que l'on développe dans les villes moyennes, des petites villes, le périurbain qui bouffe un terrain considérable, qui coûte extrêmement cher, parce qu'il faut faire les assainissements, tous les services, il faut apporter tous les services à une zone très peu dense, donc c'est extrêmement coûteux. Et je pense que le dépérissement des centres-villes, le fait qu'il soit plus bon d'habiter dans le centre-ville, plus agréable d'habiter dans le centre-ville, et que tout le monde se précipite dans les banlieues de ces petites villes pour avoir son pavillon avec son jardin, même si j'habite en pavillon, donc encore une fois, je me critique moi-même. Je trouve que c'est une voie sans issue. Hein. On est en train de miter complètement le périurbain dans des conditions qui vont être extraordinairement coûteuses pour les villes. Oui, enfin, Elias, ça me permet d'envoyer sur un... donc en fait, le résultat de cette ville de la périphérie de l'étalement urbain et des centres commerciaux, c'est parce que ça a été la ville pour la voiture et par la voiture. C'est permis par un développement massif de l'automobile à partir des années 50. Ça c'est l'élément positif. Donc on voit bien que c'est le... donc on voit bien que c'est un levier, évidemment, pour contrebalancer ça ou pour freiner ça. C'est évidemment... c'est-à-dire pas de centres commerciaux qui ne soient pas desservis par le transport en commun. Enfin, on pourrait trouver toute une série de règles extrêmement strictes sur les centres commerciaux. Manifestement, le lobby est tellement puissant qu'il n'arrive même pas, dans une situation que tout le monde reconnaît comme absolument catastrophique, à faire qu'on puisse... Non, tout le monde ne reconnaît pas que c'est catastrophique. Il y a beaucoup de gens qui trouvent très bien ces centres commerciaux. Non, ils les trouvent très bien, mais les élus les trouvent, les élus et la population les trouvent moins bien. Non, ce que je voulais dire, c'est, je voulais basculer sur le sujet de la voiture autonome. En quoi les développements, et dans quelles étapes les développements de la voiture autonome va faire qu'on va faire la ville pour la voiture autonome, ou au contraire, qu'est-ce que ça peut changer, qu'est-ce que ça va changer? La voiture autonome va se développer progressivement. Il y a déjà des éléments d'autonomie dans les voitures, de plus en plus. Maintenant, une voiture de luxe est capable de se piloter à peu près elle-même sur autoroute. Une 208, pour parler d'une PSA, est capable de se garer toute seule, celles qui ont le système de parking autonome. Bon, tout ça, c'est bien, c'est de l'aide à la conduite. La voiture véritablement autonome, c'est-à-dire celle qui ne nécessite plus la présence d'un conducteur, c'est pas avant 2025-2030. Enfin, c'est pas si loin que ça lorsqu'on raisonne en termes d'urbanisme et d'aménagement. Quelle va être la conséquence de cette voiture autonome? D'abord, ça va être que la ville devra être truffée de répéteurs ou de bornes électromagnétiques qui seront installées sur les feux rouges,
qui seront installés sur les chantiers, dans les rues, qui seront installés dans tous les coins un peu dangereux, de telle manière que la voiture autonome puisse les repérer. Donc ça, c'est un investissement qui devrait être réalisé. On le fera également sur autoroute, mais c'est beaucoup plus facile. Ça sera beaucoup plus difficile à faire sur les routes de campagne, parce qu'il faudra équiper tout le pays. Ça va être très, très compliqué. Donc je pense que c'est d'abord dans les agglomérations que ça se fera. La facilité que va apporter la voiture autonome, qui sera une voiture électrique, donc non polluante, va être telle qu'elle va à nouveau concurrencer les transports en commun. Et on risque d'avoir un transfert du transport en commun, du transport collectif, vers la voiture autonome. Donc il ne faut pas penser que la voiture autonome soit un moyen de désengorger les villes. L'hypothèse probable, sur laquelle nous réfléchissons, nous, constructeurs, c'est qu'au contraire, ça va embouteiller les villes. Et on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça embouteille les villes, qui n'est pas du tout l'intérêt des constructeurs automobiles, parce que la réaction, ça sera de limiter les circulations automobiles. Donc, c'est un paradoxe, mais c'est le paradoxe le plus probable actuellement, c'est que ça va se traduire par un transfert sur la voiture d'une partie des transports collectifs. Ça pourrait être d'ailleurs des véhicules en covoiturage, ça pourrait être des taxis automatiques, mais ce sont des voitures. Et clairement, personne n'a encore réfléchi à la manière dont les villes vont devoir s'organiser avec des voitures autonomes. Je ne vous entends pas là. Il va falloir assurer la maintenance, évidemment, de tous les équipements qui vont être mis en place, de tous les senseurs ou de toutes les bornes qui vont être installées. Ça, c'est clair. Et les voitures vont se parler entre elles aussi. Hein, et donc, il va falloir des bornes sur les voitures. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'a dit Carlos Tavares, le patron exécutif de PSA. Il a dit tout le monde a un engouement pour la voiture électrique, mais d'abord il faut voir comment est produite l'électricité. Si l'électricité est produite par des centrales à charbon comme en Allemagne, une voiture électrique en Allemagne pollue plus qu'une voiture à essence en France. Parce qu'indirectement, l'électricité est produite par une centrale à charbon. Donc ça, c'est le premier élément. Moi, je suis un adepte, par exemple, de la voiture hydrogène, mais il faut voir si l'hydrogène vient du vapocracker, du craquage de la molécule de méthane. Et à ce moment-là, c'est quand même une énergie fossile. Hein. En revanche, si elle vient de l'électrolyse de l'eau, avec une grosse dépense d'énergie d'ailleurs, parce que la molécule de H2O est extrêmement solide et pour la casser, il faut vraiment s'y mettre, à ce moment-là, c'est une énergie propre. Donc il faudra réfléchir, ça, le premier point. Le deuxième point, c'est ce que vous dites. C'est d'abord l'énergie qui est dépensée pour fabriquer les batteries. Et deuxièmement, l'utilisation des matériaux et le recyclage des matériaux. Alors, si vous lisiez les Échos, il y a ce matin un article sur une boîte qui, justement, commence à recycler les batteries pour faire de nouvelles batteries, qui sont évidemment moins performantes que la batterie initiale. Donc, mais in fine, à la fin, il va falloir se poser la question de ce qu'on va faire des matériaux constitutifs de la batterie. Avec en plus le fait qu'une partie de ces matériaux vont nous rendre dépendants de pays nouveaux. Terres rares, cobalt, lithium. Lithium, il y en a beaucoup, mais cobalt, c'est plus rare. Et terres rares qui sont actuellement le privilège des Chinois. Donc, il n'y a pas qu'en Chine, il y en a en Chine. Le cobalt, c'est le Congo, région très instable. Donc, il ne faut pas penser que la voiture électrique soit
un chemin pavé de pétales de rose. Hein. Le problème que vous évoquez est extrêmement sérieux. Le recyclage de la voiture électrique, on ne sait pas encore comment on le fait. Oui. Essayez de parler fort. Oui. Du mythe. Ah oui, oui. Mais qu'il aille à Reims ou au Mans, il verra si le mythe est une réalité ou pas. Oui. Bon. Alors sur l'effet structurant du TGV, bon, je ne pense pas que j'ai besoin de faire de longs développements. Il suffit d'interroger les maires des villes qui ont le TGV et les maires des villes qui n'ont pas le TGV. Et les réponses sont assez concordantes. Celles qui n'ont pas le TGV sont condamnées à de grandes difficultés. Je citais le cas de Limoges. Legrand, la principale entreprise de Limoges, a énormément de difficultés à faire venir ses cadres à Limoges. Parce qu'il faut 3h30 pour aller à Paris. Alors que s'il y avait le barreau de TGV Limoges-Poitiers, il serait en ligne directe sur Paris en 2 heures. Donc ça change la vie. Michelin, j'ai été administrateur de Michelin. Michelin a des difficultés à maintenir ses cadres à Clermont-Ferrand. Donc l'effet TGV, il existe. Hein. Et quand on voit, par exemple, que sur la ligne, on vient de mettre en service Bordeaux-Paris, et l'effet entre Toulouse et Bordeaux de l'accélération, augmentation du trafic, 50%. Donc ça veut dire quand même que, d'une certaine manière, Toulouse était pas mal desservie, notamment par l'avion. Mais l'alternative du train devient crédible par rapport à l'avion. Je vous rappelle que moi j'aime beaucoup les avions, mais l'aéroport de Toulouse est saturé, notamment parce que Airbus il fait tous ses essais, et qu'on se posait la question de savoir s'il fallait construire un deuxième aéroport autour de Toulouse. Notre-Dame-des-Landes est un bon exemple de la facilité qu'on a à construire des aéroports en France. Donc je pense que l'effet structurant du TGV il est très fort. Mais bon. Alors votre deuxième question, c'était sur... Oui, sur la voiture. Ben, nous, l'hypothèse que nous faisons, c'est que les gens seront de moins en moins propriétaires de leur voiture. Et qu'ils achèteront une mobilité. C'est-à-dire que la voiture ne va pas disparaître, mais elle va être partagée. Elle va être utilisée différemment, c'est-à-dire que vous pourrez passer avec votre concessionnaire un contrat dans lequel vous aurez une petite voiture pendant la semaine, qui peut être une voiture électrique pendant la semaine pour vous rendre pour la migration domicile-travail. Le week-end, vous aurez une voiture plus vaste parce que vous transportez votre famille. Et même l'été, un cabriolet si vous allez briller sur la côte. Mais donc, on peut imaginer que les gens ne soient plus propriétaires de leur véhicule. La petite conséquence pour nous, c'est que les voitures qui sont actuellement utilisées moins de 10% du temps seraient beaucoup plus utilisées. C'est-à-dire comme le nombre de gens ne s'accroît pas, ça ferait peut-être moins de voitures à vendre. Ce qui est un effet évidemment négatif pour les constructeurs automobiles. Mais enfin, on s'y prépare. On s'y prépare. Mais ça ne... et également, nous savons que nous allons avoir à organiser la mobilité des personnes en utilisant plusieurs moyens de locomotion. Nous avons créé un site de fournisseurs de mobilité sur lequel vous avez à la fois les loueurs de voitures, la possibilité de louer des voitures, mais également le train, l'avion, le métro, etc. C'est-à-dire toutes les solutions de mobilité. Donc je pense que l'usage de la voiture va profondément changer. Les gens ne seront plus attachés à un véhicule. Ils seront attachés à une solution de mobilité dans laquelle il y aura des voitures. Juste, je voudrais revenir deux secondes sur l'affaire des métropoles et des villes moyennes. Oui. Parce que
On a évoqué la grande distribution, on a évoqué un certain nombre de choses, mais est-ce que dans la localisation ou la relocalisation des emplois, pour éviter uniquement les emplois publics ou les emplois des emplois assistés ou le revenu universel, si tu es pour ou si tu n'es pas contre. Pas un adepte. Voilà. Non, je suis pas. Donc quelles sont les pistes? Est-ce que les entreprises elles-mêmes participent à cet effort ou la localisation de l'industrie, qui est un sujet qui te passionne, les usines, est-ce que finalement c'est une variable d'ajustement qui ne dépend pas de choses tout à fait différentes, qui sont plutôt la logistique Une des grandes causes de la désespérance de beaucoup de nos territoires, c'est la désindustrialisation. C'est-à-dire que l'usine qui structurait toute l'activité économique autour d'elle a disparu. C'est pour ça que GMS, à la souterraine, a créé un tel émoi. Parce que si la souterraine disparaît, la souterraine devient une ville où il n'y a plus que du transfert. C'est l'hôpital, la mairie, c'est-à-dire des emplois publics ou parapublics. Donc je pense que c'est pour ça que je pense qu'il faut réfléchir à ce que peut être un nouvel aménagement du territoire, pour que chaque territoire puisse faire valoir ses atouts, pour qu'on mette en place des dynamiques territoriales qui fassent que tous les acteurs du territoire se mettent ensemble pour trouver des solutions. Ça existe. Le bassin d'Oyonnax sur la place Turgy, le bassin de l'Arve sur le décolletage, la Vendée, il n'y a pas de chômage en Vendée. Pourtant, ce n'est pas des grandes villes. Les Herbiers, personne ne connaît la ville des Herbiers, sauf les Vendéens. Moléon, tout ça, c'est des villes où il n'y a pratiquement pas de chômage. Parce que les gens se sont mis ensemble et ils ont été capables de stabiliser les activités sur place, d'en développer, de se soutenir entre eux. Et il va bien falloir que ces synergies, ces dynamiques territoriales se mettent en œuvre. Ça me paraît important. Et dernier point, des emplois, il y en a à foison lorsqu'on regarde, non plus s'ils sont marchands ou pas marchands, mais s'ils répondent à des besoins des populations locales. Moi, je m'occupe de l'opération Zéro chômeur. On n'a aucune difficulté à trouver de l'emploi pour les gens. Dès lors qu'on se fixe comme objectif, non pas la rentabilité, non pas de gagner de l'argent, mais le bien-être des populations. Et pour le financer, c'est très simple. Un chômeur, ça coûte 35 000 € par an à la collectivité nationale. Avec ces 35 000 €, on peut mettre quelqu'un au travail pour un emploi qui ne soit pas obligatoirement un emploi qui, au début, génère beaucoup de chiffre d'affaires. Donc moi, je pense que ce type d'expérience est extrêmement positive parce qu'elle démontre quelque chose. Elle démontre aussi que quand il y a des dynamiques territoriales, les choses changent. Et on s'aperçoit que lorsque, autour de Zéro chômeur, un territoire s'est mobilisé, ben, ça a d'autres effets que la simple opération de réduction du chômage de longue durée. Ça a également pour effet que les gens se parlent, échafaudent des projets ensemble et développent une attitude positive vis-à-vis de leur propre territoire. Ça me paraît absolument essentiel. Il y a un monsieur là qui lève la main depuis longtemps, donc... Oui. Oui. Je vois que vous connaissez la carte. Il y a des TGV à Châlons, quand même, un petit peu. Quelques-uns. Oui, bien sûr. C'est une chose à laquelle il faut veiller. C'est que vous avez tout à fait raison. Il ne faut pas que le TGV, qui ne peut pas s'arrêter tout le temps, parce que sinon c'est plus un TGV, n'empêche pas les trains dits intercités et la qualité de ce trafic intercité. Je pense qu'actuellement, la direction de la SNCF est devenue assez sensible à cela. Hein, donc, vous avez raison, hein, une ville comme Épernay, qui est une ville très difficile, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une ville très riche à cause du champagne, mais où il y a une misère considérable. Moi, je suis frappé de voir en Champagne la différence entre le revenu moyen de certaines couches de la population qui est extrêmement élevé et d'autres couches qui sont véritablement en très très grande difficulté. Et il faut éviter ce que vous dites. Vous avez un bon argument.
Louis, il est 2 heures, donc je sais que je suis responsable de ton J'ai train. un train à prendre, un Une fois, TGV, je suis justement. responsable de ton train, donc on va essayer de ne pas... Ouais. Et vu la circulation, je vous remercie beaucoup et je crois qu'on peut le remercier.